Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, je reçois le gars avec le nom le plus cool au monde, Pierre-Olivier Zappa. Salut Richard. Chef d'antenne au TVA 22h. Écoute, tous les jours, jusqu'au 5 novembre, bien sûr, tu nous parles de l'élection, de la campagne électorale américaine. Tu décortiques les sondages, les États où ça va être plus serré et tout ça. Et j'ai une question à te poser. J'étais ce week-end avec des amis dans un chalet, des gens qui sont informés, qui lisent les journaux, qui regardent les bulletins de nouvelles et qui me disaient, on parle trop des élections américaines. C'est pas nous autres, c'est pas notre pays, c'est pas la même affaire. Les guns, par exemple, eux autres, c'est très important, c'est un sujet important. Nous autres, les armes à feu, pas tant que ça. L'avortement, par exemple, effectivement, peut-être que l'avortement va être interdit. Au Canada, ça sera pas interdit. Fait que là, ils nous ont dit, c'est comme si c'était la Finlande ou la Norvège. Pourquoi on parle autant des élections américaines? C'est pas chez nous. C'est vrai que c'est pas chez nous, mais en même temps, Richard, les gens sont curieux. T'es curieux de savoir ce qui se passe chez tes voisins, n'est-ce pas? Si t'entends quelqu'un crier, si t'entends une chaise revolée ou encore la musique trop forte, tu vas te poser des questions, tu vas vouloir en savoir davantage. Et je pense qu'une partie de l'intérêt qu'on porte à la politique américaine à partir du Québec vient du fait qu'on est curieux. On est curieux de savoir ce qui se passe chez nos voisins. Si et c'est pas un petit voisin, là. C'est pas un petit voisin. C'est une grosse maison à côté de chez nous. C'est une très grosse maison à côté de chez nous. Puis ce qui se passe dans cette maison-là a un impact concret sur notre quotidien. Si le gazon est trop long, on voit plus de l'autre côté. Si le voisin tond la pelouse le dimanche à 9h, ça nous réveille. Alors... C'est comme si on était voisins de l'ostrogoth en chef, par exemple. Exactement. Qui organise des parties tous les soirs. Qui organise des gros parties avec des statuts un peu bizarres. Mais bref, je pense qu'il y a un intérêt parce que ça nous touche, puis il y a un intérêt parce qu'évidemment, comme c'est nos voisins, on y va souvent. Tu sais, les Québécois prennent des vacances en Floride, connaissent bien les Américains, voyagent de plus en plus aux quatre coins des États-Unis. Tu sais, les États-Unis, c'est un microcosme, puis c'est un peu le monde entier dans le même pays. T'as du nord au sud, t'as de la neige, t'as du soleil, t'as les tropiques, t'as le grand froid. D'est en ouest, t'as toutes les cultures. Puis quand je parle de culture, la culture de la côte est n'est pas celle de la côte ouest. Celle du sud n'est pas celle du nord. C'est une mosaïque incroyable. Oui. De là, un intérêt marqué. De plus en plus, les États désunis. Oui, les États divisés. Oui. Et une autre source d'intérêt, tu aurais pu répondre ça aux convives avec qui tu étais dans un chalet en fin de semaine, c'est que la campagne à l'heure actuelle qu'on est en train de vivre aux États-Unis, elle est fascinante. Elle est fascinante parce qu'elle est pleine de rebondissements. Ceux qui ont pris 3 semaines de vacances cet été et qui se sont débranchés des nouvelles se sont réveillés au mois d'août avec des développements incroyables. Ils ont appris que Joe Biden avait décidé de ne plus se représenter, que Donald Trump avait été victime d'une tentative d'assassinat, que les sondages plaçaient désormais les deux candidats démocrates et républicains au nez à nez, et que finalement, cette élection-là va probablement se décider dans une poignée d'États clés et de comtés. Là. Et en plus, c'est pas rien qu'un pays, les États-Unis, c'est la police du monde. Et c'est celle qui a la plus grande influence sur la planète. Oui. Tu sais, souvent, on dit que le président américain est l'homme, ou la femme, peut-être, en devenir, le plus puissant au monde. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai dans la mesure où, concrètement, un président des États-Unis, s'il n'a pas le soutien des deux chambres, a les deux mains menottées. On pense à Barack Obama à partir de 2010, qui avait perdu une des deux chambres. Mais là, sur le plan législatif, il ne peut pas prendre toutes les décisions. T'sais. Mais sur le plan de l'influence, sur le plan de l'inspiration, sur le plan des décisions de la diplomatie internationale, c'est certain que c'est un joueur incontournable. Est-ce que tu as le même sentiment que moi? Parce que j'ai vu passer des images sur les réseaux sociaux de fans de Kamala Harris qui la dépeint, tu la vois à un moment donné en statue de la liberté, puis à un moment donné en Wonder Woman, puis tout ça. Puis là, j'ai le goût de dire, hey, slacker un peu, là. On dirait là, qu'ils ont gagné les élections déjà, puis ça peut jouer contre eux autres. Faites attention, là. Assurément, parce que rien n'est joué. Et j'ai envie de dire que même s'il y a un momentum, la Convention démocrate a fait en sorte que tous
tous les projecteurs étaient braqués sur les démocrates la semaine dernière. Puis tu parles de l'intérêt des Québécois. Richard, moi, j'ai été frappé par les codes d'écoute qu'on a eus à LCN et à TVA pour la couverture de la Convention démocrate. Ça m'a confirmé que les Québécois étaient hyper intéressés. Je veux dire, quand il y a 200 000 personnes presque à 11 h le soir, à 23 h, qui sont branchées pour regarder le discours de la candidate démocrate ou de son colistier Tim Walz, c'est parce qu'on veut savoir ce qui s'en vient. Donc il y a un intérêt marqué. Et c'est vrai, les démocrates ont un momentum en ce moment, mais j'ai envie de dire, les luttes seront serrées. Tu regardes ce qui se passe en Arizona, au Michigan, en Pennsylvanie, en Ohio, en Caroline du Nord. Tu vois l'avantage démocrate pour l'heure qui est minime. Là. C'est par quelques points de pourcentage, c'est dans la marge d'erreur. Alors, Kamala Harris va devoir travailler fort, même si elle a le momentum, pour concrétiser ça en vote le 5 novembre. Écoute, tu te souviens ce qui s'est passé à Québec solidaire? Nadeau-Dubois a dit il va falloir parler au vrai monde. Il faut arrêter de parler rien qu'aux woke, là, puis rien qu'aux gens qui vivent au coin de la rue Rachel et Rachel, là, puis il faut parler aux travailleurs. J'ai l'impression que c'est exactement le discours qui est en train de se passer chez les démocrates. C'est-à-dire, arrêtons de nous parler entre nous autres, là, les gens qui vivons à Hollywood, puis les multimillionnaires, avec un gars comme Tim Walz, qui va parler au col bleu, qui parle aux gens ordinaires. Puis il y a ça dans le Parti démocrate. Il y a beaucoup ça, et ça s'explique d'une part par les visées électorales des démocrates. Tu regardes un État comme le Michigan, que Joe Biden a gagné par la peau des dents, qui lui a permis d'accéder à la Maison-Blanche. Le discours de Donald Trump a résonné et continue de résonner. Les démocrates ont besoin du Michigan. Ils ont besoin d'aller séduire l'école bleue, les États industrialisés, les fonctionnaires, les gens de la classe moyenne. Alors, moi, ce que j'ai entendu dans la Convention démocrate la semaine dernière, c'est énormément ce discours-là, près des gens, près de la réalité des familles. Et Kamala Harris avait probablement besoin d'aller chercher un gars comme Tim Walz. Je veux dire, la résidence principale de Kamala Harris vaut pas loin de 6 millions de dollars américains. Alors, c'est peut-être plus difficile pour elle de se présenter comme celle qui vit les enjeux que tout le monde vit au quotidien. Mais un gars comme Tim Walz, qui n'a pas de maison, j'aimerais le rappeler, qui n'a pas d'économie, son portefeuille ne détient pas d'actions. Le gars est un professeur qui vit, somme toute, simplement. C'est certain que son discours résonne. Oui. Et puis c'est quelqu'un qui est terre à terre. Il parle à Joe Sixpack, là, comme on dit. Et tu sais, la gauche américaine, puis c'est certain qu'on pourrait avoir un débat à savoir si les démocrates, c'est des gens de gauche, mais c'était peut-être un peu épivardé dans des enjeux périphériques qui ne touchent pas nécessairement de près les gens dans leur quotidien. Et là, il ramène un discours économique. La seule crainte que j'aurais si j'étais démocrate aujourd'hui, Richard, c'est l'économie. Est-ce que l'économie va tenir le coup d'ici le 5 novembre prochain? On voit des... Parce que c'est it's the economy stupid, comme on dit. Comme a déjà dit un célèbre conseiller démocrate, c'est l'économie qui va probablement dicter le ton de la campagne. Et là, le marché de l'emploi s'assouplit, le taux de chômage augmente aux États-Unis, la perspective d'une récession, elle est bien réelle. Alors, bien que l'économie soit encore vigoureuse aux États-Unis, il y a des points d'interrogation d'ici la journée de l'élection. Écoute, en terminant, j'aurais un thème musical à te proposer pour tes interventions chaque jour sur l'élection américaine. Il y a un côté cirque là-dedans. Et quand tu vois là, les conventions, le show... Tu sais, on voit pas ça au Canada. Là, on verrait pas Hulk Hogan débarquer. On verra là. pas un lutteur comme Hulk Hogan débarquer dans un congrès de la Coalition Avenir Québec. Mais sais-tu quoi? C'est ce qui est beau dans la politique américaine. La dimension spectaculaire, mais qui est là pour rallier les gens. Je me souviens, Richard, moi, j'aime bien aller aux États-Unis. Quand j'y vais, par exemple, un de mes derniers voyages dans le sud des États-Unis, je pêchais sur un quai dans le coin de Clearwater, sur le golfe du Mexique, et tu jases avec les Américains, ils sont passionnés de politique et ils en parlent avec fierté. D'ailleurs, j'ai déjà pêché, je te raconterai ça à un autre moment, j'ai déjà pêché avec Hulk Hogan, le lutteur. Non, tu me racontes ça tout de suite, là. On a parlé de politique. Hey, je te raconte ça rapidement. J'étais aux États-Unis en 2008, campagne de Barack Obama, et j'étais sur la plage dans le coin de Indian Rock, pas loin de Clearwater, Saint-Pétersbourg, pour les Québécois qui prennent des vacances là-bas. Et je pêchais du maquereau espagnol. Moi, j'aime la pêche. Et je vois le gars à côté de moi qui ramasse, qui est en train de vider le golfe du Mexique. Il ramasse du maquereau espagnol. J'étais jaloux, très équipé. Alors, je m'en vais le voir, je lui demande ses trucs et il m'aide à monter ma ligne pour pêcher le maquereau espagnol. Puis je regarde le pêcheur et je trouve qu'il ressemble à Hulk Hogan.
Tu sais, je me dis, mon Dieu, le bandana, une moustache. Et là, on jase, tu sais, puis on jase des Américains, puis de comment ça se passe. Puis c'est la campagne en 2008, Barack Obama, Yes We Can, le phénomène. Puis à un moment donné, je lui dis, vous ressemblez vraiment à Hulk Hogan, tu sais. Puis là, il me dit, les gens me disent ça souvent, c'est parce que je suis Hulk Hogan, tu sais. Puis là, je dis, c'est impossible, tu sais. Fait que je raconte ça à ma blonde le soir. Je dis, il y a un gars, je pense que c'est un sosie de Hulk Hogan, pour finalement m'informer puis de savoir que j'étais dans son spot de pêche. Alors, j'ai pêché avec une des vedettes de la Convention républicaine de cet été, Richard. C'était en 2008, une autre époque. Mais oui, la dimension spectaculaire, ça fait partie de la politique américaine et ça fait partie de l'intérêt que portent les Québécois à l'égard de tout à de fait. la politique. Et bon, ceux qui veulent te suivre, ta couverture de la politique américaine. Sur LCN, sur TVA, je reste en poste au TVA 22h, bien évidemment, mais jusqu'à l'échéance électorale, je vais accompagner les téléspectateurs, notamment au TVA 17h, avec des cartes pour comprendre les luttes qui vont déterminer l'issue de l'élection. Je pense à ce qui se passe en Caroline du Nord en ce moment, en Arizona, des États où ça va être très serré et où on va suivre chaque mouvement d'ici l'élection pour bien comprendre. Puis tu décortiques les sondages et moi, j'ai ma théorie là-dessus. Oui. Les gens qui votent Trump, là, ils le disent pas. Parce qu'ils ont honte un peu de voter Trump. Fait qu'ils disent « Oh non! » Mais finalement, ils vont voter Trump en secret. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des distorsions. En même temps, les sondeurs se trompent rarement à l'échelle nationale sur le taux d'appui. Ils se trompent souvent dans les États. Et de là, parfois, la distorsion le soir de l'élection. On annonce une victoire de Hillary Clinton. Hillary Clinton a gagné le vote populaire, mais elle a perdu dans certains États, dont le Michigan. Elle a perdu dans le nord des États-Unis. Son discours n'avait pas le même attrait auprès des cols bleus. Et ça a fait en sorte que le lendemain, quand on s'est réveillé puis qu'on a vu que c'était Donald Trump, les sondeurs avaient raison à l'échelle nationale, mais pas à l'échelle des États. Et c'est pour ça qu'on va aider les téléspectateurs à comprendre ce qui se passe dans les États. Ça, c'est fou. Hein. Dans plusieurs pays comme ça, la personne souvent qui perd, c'est la personne qui a eu le plus de votes. Ça tu arrive dis, souvent. où la démocratie là-dedans? Ça arrive chez nous, ça arrive ailleurs. Ben oui. Et c'est pour ça qu'il y a des garde-fous aux États-Unis. Tu as le Sénat, tu as la Chambre des représentants. Le président, même s'il n'a pas gagné le vote populaire, peut pas nécessairement faire ce qu'il veut. En fait, la démocratie américaine, et puis c'était la volonté des pères fondateurs lorsqu'ils ont créé le système politique américain, c'était de faire en sorte que le pouvoir, bien peu de gens peuvent se l'arroger. Les commissions scolaires décident du programme scolaire qui est enseigné. Les municipalités ont plus de pouvoir aux États-Unis. Les États, à leur échelle, ont énormément de pouvoir. D'avoir un dictateur, là, d'utiliser le mot dictateur pour l'accoler à un politicien comme Donald Trump, certains critiques lui accolent ce qualificatif-là. Aux États-Unis, heureusement, il y a des pères fondateurs qui ont écrit une constitution et qui ont mis en place un système politique qui fait en sorte que personne ne pourrait s'improviser dictateur parce qu'il y a trop de garde-fous pour s'assurer que le pouvoir ne soit pas entre les mains d'un seul individu. Par contre, même si tu es condamné pour fraude, tu peux te présenter comme président des États-Unis. C'est quand même extraordinaire. Puis même si tu es condamné pour agression sexuelle aussi, tu peux te présenter comme... Tu peux te présenter ici au Québec aussi. Tu peux te présenter à l'intérieur d'une prison, quasiment là-bas. Écoute, on va te regarder, bien sûr, Merci, Richard. tous les soirs, nous décortiquer tout ça, puis on va se coucher moins niaiseux. Puis couchez-vous tard, on est là aux 22h aussi. OK, salut. Allez, au revoir.